Bon, ben, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette journée d'études qui prouvent que la révolution russe, c'est pas ce que les historiens aiment appeler un objet froid. Alors c'est un terme qui est pas mal ressorti à l'occasion de ce centenaire. Voilà, les choses se sont calmées maintenant, la révolution russe, comme ils disent, est un objet froid. Ce que je trouve assez drôle dans cette expression, les historiens qui l'emploient se mettent donc dans le rôle du médecin légiste. Et c'est pas du tout comme ça que je conçois mon métier d'historien, bien au contraire. Je pense que l'histoire fait partie des sciences humaines, donc on travaille sur du vivant, même si c'est sur du vivant ancien. Alors l'histoire est un enjeu et c'est bien pour ça qu'il y a cette volonté de la mettre à distance quand il s'agit de 1917. Et dans ce qu'on a pu voir à l'occasion de ce centenaire, s'il y a eu une certaine reconnaissance par rapport aux 20 années précédentes du caractère populaire de la Révolution, en tout cas à ses débuts, s'il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est la présentation de la Révolution d'octobre comme un coup d'État perpétré par des bolcheviks et surtout un Lénine manipulateur, inventeur du totalitarisme, comme a intitulé Stéphane Courtois son dernier opus. En même temps, si on en est arrivé à cette vision de la Révolution d'octobre, c'est un peu par un retournement de la vision stalinienne qui avait été très présente, particulièrement en France, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut quand même se rendre compte jusqu'à quel sommet avait été l'historiographie entre guillemets stalinienne. Si on prend par exemple ce qui était vraiment le manuel officiel dans tout le mouvement communiste officiel, le précis d'histoire du Parti communiste de l'URSS, on y décrit à la fin les bolcheviks comme étant comparables à hanter le héros de l'Antiquité, donc ce qui prouve à quel point on n'était plus du tout dans l'histoire, mais totalement dans la mythologie. Et l'histoire, au contraire, c'est se poser des questions, donc pas forcément donner une vision irénique, positive et rassurante, mais au contraire se poser des questions, parce que s'il y a encore des leçons à tirer de la Révolution russe, ce sera justement en la questionnant et pas en la regardant comme un monument. Alors ce travail de mise en question a été particulièrement lent en France alors qu'il était déjà entamé dans d'autres pays. Et par exemple, il y a un historien qui n'a été traduit que cette année en français alors que son bouquin datait de la fin des années 70, le livre d'Alexandre Rabinovitch, Les bolcheviks prennent le pouvoir, qui est justement une étude du parti bolchevique dans la ville où s'est passé l'essentiel des événements. Et qui montre qu'on est très loin de cette corde de fer vantée dans les années 30 et 50, mais dans un parti extrêmement vivant, y compris pas mal pagailleux, il faut le reconnaître. Et je vais essayer d'appliquer un peu le même type de méthode par rapport à un terme que moi je revendique, le terme de révolution prolétarienne, mais qui est sans doute plus compliqué qu'on a bien voulu le dire pendant des décennies. Révolution prolétarienne dans un pays où, il faut le rappeler, 85% de la population vivait à la campagne. Et encore, les 15% de citadins de l'Empire tsariste n'étaient pas des ouvriers, loin de là. Il faut voir que dans l'Empire tsariste, les villes étaient essentiellement des villes administratives. Et même si on prend le bastion de la Révolution, Petrograd, donc c'est une ville de plus de 2 millions d'habitants au moment de la Révolution, d'après les recensements officiels qui ont été faits juste avant la guerre de 14, on a 27% de travailleurs, mais au sens très général de salariés, et à peine 10% de la population totale de la ville qui sont des ouvriers d'industrie. C'est-à-dire quelque chose comme 230 000 ouvriers en industrie. Pour donner un ordre d'idée, à Petrograd, s'il y a donc 234 000 ouvriers d'industrie, il y a 260 000 domestiques. Ce qui nous montre aussi dans quelle société on était à cette époque-là, où le personnel de maison était plus nombreux que les travailleurs de l'industrie.
Et en plus, cette classe ouvrière, c'était une classe ouvrière très jeune, encore au début de la Première Guerre mondiale. On considère qu'il y avait à peu près 25% des ouvriers de la capitale qui étaient installés en ville comme ouvriers depuis moins de 5 ans. Donc on a vraiment une classe qui n'est pas si nombreuse que ça et qui est elle-même très jeune. Alors il est vrai qu'on a des concentrations ouvrières particulièrement impressionnantes, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'énorme décalage entre quelques gros bastions ouvriers, je pense en particulier aux usines Poutilov qui à l'époque fabriquent des locomotives et puis qui à l'occasion de la guerre passent à la production d'automitrailleuses qu'on retrouvera d'ailleurs dans les événements de l'année 17. Cette usine Poutilov, c'est plus de 10 000 ouvriers, ça en fait une des 3 plus grandes d'Europe, mais encore une fois, ça n'enlève rien au fait que la classe ouvrière industrielle n'est pas majoritaire, très loin de là dans la ville, et que même dans le monde salarié, elle ne représente qu'une fraction. En plus, la guerre a rajouté à cette complexité de la composition de la classe ouvrière. On considère qu'il y a presque 20% des ouvriers, je reste sur Petrograd, sur lequel a été là aussi traduit fort tardivement un ouvrage fondamental, Petrograd rouge de Stephen Smith, et donc qui a vraiment fait un travail très sérieux sur ce qui se passait dans les usines et les principaux acteurs de ces événements, à savoir les ouvriers. Donc d'après les chiffres qu'il a trouvés, il y a presque un ouvrier sur 5 qui a été enrôlé dans l'armée en 1914, donc ça fait 40 000 à peu près. Et par contre, on a vu un afflux de nouveaux ouvriers dans la capitale. On considère qu'il y a 190 000 nouveaux ouvriers donc, qui, en 1917, sont ouvriers depuis moins de 3 ans. Et parmi ces 190 000 tout jeunes ouvriers, 70 000 femmes, sachant qu'évidemment, c'est sûrement pas dans la Russie extrêmement patriarcale que la notion de travail des femmes pouvait être très développée avant 1914. De ce tableau-là, on pourrait tirer la conclusion qu'on a affaire à une classe ouvrière fragile, une classe ouvrière non seulement fragile, mais déstructurée par la guerre. C'est d'ailleurs l'argument d'un certain nombre de socialistes, et je pense en particulier à Martov, qui était un peu le penseur de l'aile menchevique du Parti ouvrier social-démocrate russe, quelqu'un qui, comment dire, avait un certain nombre de lettres de noblesse dans le mouvement révolutionnaire. Il faut savoir que ça avait été à l'occasion de son exil pour une première activité révolutionnaire en tant qu'étudiant, il avait été l'initiateur d'une des premières organisations structurées mêlant des travailleurs et des intellectuels révolutionnaires à Vilno, et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que Lénine avait eu envie de travailler avec lui au moment de la mise en place de l'Iskra. Quant à Trotsky, dans le petit portrait qu'il a fait de Martov, il dit que c'était un esprit pénétrant passé par l'école du marxisme. Or, cet esprit pénétrant et ce grand marxiste tire du tableau que je viens de faire l'argument d'une grande fragilité de la classe ouvrière russe au moment de la Révolution, et il insiste sur tous les facteurs de division, donc entre jeunes ouvriers, alors jeunes dans le statut d'ouvrier, mais aussi jeunes par l'âge par rapport à des plus anciens, entre hommes et femmes, entre qualifiés et non qualifiés. Et on peut aussi regarder tout ce qui s'est passé dans l'année 1917 à travers ce prisme-là. Parce que très loin d'une espèce de... Alors voilà, on pense évidemment au pouvoir aux soviets définis comme conseils ouvriers, sauf que même à ce niveau-là, on s'aperçoit que les soviets, c'est un des multiples organismes qui se sont créés dans la foulée de la révolution de février et de la chute du tsarisme. Et qu'à côté des soviets, on voit par exemple au niveau des usines la garde rouge, des comités d'usines qui sont tout à fait distincts des soviets, mais aussi des syndicats. Et on s'aperçoit, quand on suit un peu le détail des événements, que ces différents organismes-là, indépendamment même d'ailleurs de l'orientation politique de leurs dirigeants, ne s'entendent pas forcément. Et je voudrais commencer par l'exemple des syndicats. Syndicats qui donc
était interdit dans l'Empire tsariste, avait obtenu une certaine reconnaissance dans la foulée de la Révolution de 1905, mais qui avait été regrignoté par le pouvoir. Donc il existait quelques organisations syndicales dans une espèce de zone grise, et donc dans certaines professions, il y avait des caisses de sécurité sociale et de retraite qui servaient un peu de couverture au mouvement syndical, comme on avait pu le voir en France d'ailleurs au siècle précédent. Mais il n'empêche qu'avec la chute du tsarisme et la ruée des classes pauvres vers toutes les formes d'organisation, vous avez tout un tas de syndicats qui se créent, mais dont le positionnement peut être assez paradoxal. Je pense en particulier au syndicat des cheminots. Alors ceux qui ont lu les 10 jours qui ébranlèrent le monde avaient peut-être eu le même étonnement que moi quand je l'ai lu pour la première fois, de découvrir que le syndicat des cheminots était farouchement opposé à la révolution d'octobre et avait même appelé à une grève sur tout le réseau ferré contre les bolcheviks et donc contre la révolution d'octobre. Du coup, j'ai eu un peu la curiosité de lire ce qui a été écrit sur le sujet. C'était un syndicat donc créé au printemps 1917 qui met à sa tête quelqu'un qui n'est même pas socialiste, à peine socialisant, et qui par contre est un partisan de la guerre à outrance. Et donc qui considère que le premier objectif de la Russie, maintenant qu'elle s'est débarrassée du tsar, c'est de gagner la guerre et que tout doit être subordonné à cet objectif. Comment est-il possible qu'une organisation syndicale se donne un tel leader et se donne de tels objectifs? Déjà parce que dans la Russie de l'époque, même si le terme peut paraître exagéré, les cheminots faisaient partie de ce qu'on peut appeler l'aristocratie ouvrière, c'est-à-dire qu'ils étaient souvent mieux payés que la majorité. En plus, le syndicat des cheminots était structuré sur une base d'industrie et non pas de métier, ce qui d'ailleurs dans le mouvement ouvrier était considéré comme quelque chose de, disons, de plus progressiste. Sauf qu'en pratique, vu que c'était des métiers très qualifiés, c'était un syndicat qui se composait pour une bonne partie d'ingénieurs, et ces ingénieurs étaient extrêmement modérés, donc leur poids dans l'organisation syndicale se traduisait par cette prise de position. Somme toute, si ce syndicat a connu son heure de gloire au moment du coup d'État, de la tentative de coup d'État du général Kornilov, avec une grève sur le réseau ferré qui a fait que le coup d'État n'a tout juste pas pu avoir lieu, on s'aperçoit qu'en fait le syndicat lui-même n'avait pas forcément une telle audience dans sa propre base, tout simplement parce que sur les dépôts ou les lignes où par exemple il y avait des militants bolcheviques, tout simplement ils s'organisaient de préférence au comité d'usine et non pas dans le cadre du syndicat qui considérait comme beaucoup trop modéré. Et ces comités d'usine dont j'ai parlé donc, sont pour à peu près les mêmes raisons, souvent en lutte avec les organisations syndicales. Comités d'usine qui sont donc très radicaux, à telle enseigne qu'il y a eu tout un moment où Lénine, désespérant un peu de voir la direction des soviets échapper aux socialistes modérés, partisans du gouvernement provisoire, avait fini par dire s'il est impossible par le système des réélections de changer la direction des soviets, le mot d'ordre c'est plus le pouvoir aux soviets, c'est le pouvoir au comité d'usine, parce qu'au moins les comités d'usine, eux, ils y vont. Donc de ce point de vue-là, on pourrait en faire un nouveau modèle de radicalité. Et en effet, sur le lieu de travail, les comités d'usine ont remis en cause très effectivement non seulement le pouvoir des propriétaires d'usines, mais aussi des directions, et y compris des contremaîtres et des chefs, avec... alors en fait, ces comités d'usine ont pris assez rapidement comme prérogative de contrôler les licenciements, c'est-à-dire de fait de les interdire, et par contre de pratiquer le renvoi des directions ou de l'encadrement qui étaient considérés comme contre-révolutionnaires.
En même temps, ces comités d'usine ont également leurs limites, c'est-à-dire qu'assez rapidement, dans une lutte contre le patronat qui avait tendance à mettre la clé sous la porte pour se débarrasser du problème, c'est-à-dire à faire des lock-outs, de nombre de comités d'usine qui à l'origine voulaient contrôler la production ont été obligés en quelque sorte de la diriger, et souvent l'intérêt pour justement la production dans l'usine en venait à passer avant l'intérêt du développement de la révolution dans le pays. Et y compris, c'est une des choses qui explique un phénomène assez intéressant, c'est que quand on cherche des illustrations sur l'année 1917, des photos, on trouve très peu de photos d'ouvriers. Y compris dans les manifestations, vous avez beaucoup de soldats qui manifestent, pas tant que ça d'ouvriers, parce que les ouvriers étaient très occupés dans leurs usines à essayer d'empêcher le lock-out, à essayer d'organiser la production, etc., etc. Quant aux soviets, j'ai déjà dit qu'à un certain moment de la révolution, le fait qu'ils restent entre les mains des mencheviks et des socialistes révolutionnaires faisait qu'ils étaient tout sauf partisans d'un approfondissement de la révolution. Et ça, c'était en partie lié à leur origine, où il faut quand même se souvenir que même s'il y a la référence au soviet de 1905 qui avait été finalement présidé par Trotsky, le soviet de 1917 à l'origine a été mis en place par des militants de différents partis révolutionnaires, et ensuite il y a eu processus d'élection dans les usines, mais les partis en tant que tels ont gardé une certaine importance, et comme au début de la révolution les partis qui étaient les plus représentés étaient les partis les plus modérés, ils se sont servis des soviets tant qu'ils ont pu comme frein, de l'appareil des soviets en tout cas, comme frein par rapport à l'avancée de la révolution. Et c'est ces arguments-là qu'on retrouve toujours chez le même Martov, qui dit d'un côté, qui reconnaît totalement que la révolution d'octobre et les bolcheviks s'appuyaient bien sur la classe ouvrière, mais il rajoute, il s'appuyait sur une minorité de cette classe ouvrière, une minorité radicale, composée essentiellement de jeunes, et il voit la révolution d'octobre comme une preuve de division de la classe ouvrière, c'est-à-dire que son pronostic de départ, à savoir on a une classe ouvrière fragile, il le continue après, et il va expliquer, il est mort en 1922, mais il va expliquer tous les problèmes suivants du régime soviétique par ses constatations de base. Donc, quelque part, on pourrait dire, si la révolution d'octobre est une révolution ouvrière, c'est une révolution d'une minorité de la classe ouvrière. En même temps, j'ai bien dit que j'étais attaché à l'idée de révolution prolétarienne et non pas de révolution ouvrière. Prolétariat et classe ouvrière, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et par contre, si on parle d'une révolution prolétarienne, c'est-à-dire de ceux qui n'ont de richesse que leurs bras, qu'ils sont obligés de vendre pour vivre, on a tout à fait un autre tableau. Parce que ce prolétariat en Russie était beaucoup plus large que ne l'était la seule classe ouvrière. Et il y a une dynamique de la situation qui est très différente du fait de compter qui était ouvrier depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui avait déjà eu une expérience syndicale, etc. Et quand on regarde la dynamique de la situation, on s'aperçoit que dès février 1917, dès la chute du tsarisme, ce qui est frappant, c'est que toutes les couches pauvres de la population de l'Empire russe se sont emparées des slogans socialistes et de la représentation du monde propagée par les groupes socialistes, entre autres sur les notions de travailleurs, de prolétariat et de lutte de classe. C'est-à-dire que les soldats qui s'étaient vus reconnaître par le soviet de Petrograd dès le début de la Révolution des droits civiques égaux à ceux de n'importe quel autre habitant de l'Empire, de l'ex-Empire, ces soldats vont exercer ces droits civiques en pratiquant une lutte de classe très radicale contre leurs officiers. Il faut savoir qu'un des jeux qui se développe tout au long de l'année 1917, c'est la chasse aux galons. C'est-à-dire que si vous attrapez un officier, vous lui arrachez ses galons, et que souvent les officiers trouvent que se faire arracher ses galons, c'est un déshonneur pire que la mort, et donc préfèrent se défendre et échanger des coups de feu que de se faire dégrader comme ça.
Dans la paysannerie, vous avez un peu le même mouvement où les paysans vont se considérer eux aussi comme des prolétaires, alors vis-à-vis de leurs seigneurs, mais aussi vis-à-vis des représentants de l'État. Il faut savoir que le projet de réquisitionner du grain dans les campagnes pour alimenter l'armée et les villes, c'est pas du tout une invention des bolcheviks, c'était dans les projets du gouvernement tsariste dès 1916, et tous les gouvernements qui se sont succédés ont repris le même projet en essayant, dans la mesure de leurs moyens, de l'appliquer. Et sauf que justement, les paysans à leur tour considéraient que tout ce qui venait de la ville, c'était des exploiteurs dont il fallait se débarrasser. Même chose vaut pour les nationalités, où tout un tas de peuples, alors où les mouvements nationalistes étaient la plupart du temps fort peu développés, mais par contre, dans ces populations-là, il y avait une réelle conscience de l'oppression nationale, eh bien, il y avait une représentation de soi comme peuple opprimé, exploité par la grande bourgeoisie russe, la classe noble, etc. Et donc là, vraiment, la propagande socialiste a eu un rôle énorme, dans le sens où elle a vraiment donné du sens à toutes ces révoltes. Et là où le parti bolchevique s'est tout à fait singularisé par rapport aux autres partis socialistes, c'est qu'il a accepté de sauter le pas quelque part. C'est-à-dire que là où un marxiste de vieille facture comme Martov voyait tout ce qui, dans la situation, risquait d'empêcher à terme la victoire de la Révolution, les bolcheviks y ont vu plutôt des atouts. Alors évidemment, ça leur vaut aujourd'hui d'être considéré comme un parti attrape-tout, je cite une interview de Nicolas Werth, et puis évidemment un parti populiste, parce que maintenant on ne peut pas critiquer un groupe quelconque qui s'appuierait sur la population sans le traiter de populiste. Mais clairement, donc, les bolcheviks ont dépassé la conception du marxisme qui prévalait dans la Seconde Internationale. Conception du marxisme, vous aviez le programme minimum, c'était ce qu'on pouvait faire avancer au jour le jour, et puis le programme maximum pour le jour où enfin le soleil se leverait sur le socialisme. D'ailleurs, il faut savoir que si en français on a pendant assez longtemps, en tout cas pendant l'année 17, appelé les bolcheviks des maximalistes par une erreur de traduction, c'était parce que des journalistes peut-être un tout petit peu moins incultes que les autres, voyant le radicalisme des bolcheviks, on avait tiré la conclusion que c'était des gens qui voulaient l'application immédiate du programme maximum. Et de la même façon, je crois que c'est Rosa Luxembourg qui avait dit que dans la Deuxième Internationale, on avait des discours du dimanche sur le socialisme, mais que le reste de la semaine, on gérait tranquillement coopératives, syndicats et élections. Clairement, dans la démarche des bolcheviks en 1917, il y a eu un peu l'appel à faire le dimanche tout de suite, c'est-à-dire à passer par l'action de toutes ces classes pauvres directement à la prise en main des terres, des entreprises et de l'armée d'ailleurs. Et c'est de ce point de vue-là, ça apparaissait dans le titre de mon intervention, que la politique des bolcheviks a été critiquée par tout un tas de sommités du marxisme de l'époque comme étant quelque chose de tout à fait utopique, dans la mesure où, encore une fois, ils n'avaient pas attendu que les forces productives soient déjà accumulées, que la classe ouvrière soit déjà organisée massivement en syndicats et en partis pour faire leur révolution. En même temps, et je pense que d'autres interventions vont en parler, c'est justement ce moment de fusion entre un mouvement populaire multiforme et un parti bolchevique qui sait dépasser ses propres habitudes de la période précédente, que va émerger quelque chose de tout à fait singulier qui permet de comprendre l'écho international de la révolution russe et qui fait que des militants qui étaient d'horizons extrêmement différents à l'échelle internationale se sont dit que c'était là que ça se passait et que c'était de ce côté-là qu'il fallait regarder. Je n'en aurais même pas besoin. Formidable. Et clairement, si par la suite on a vu un certain retour
je dirais, de tout le monde dans sa maison, et clairement le marxisme qui s'est développé en URSS assez rapidement était tout aussi routinier, mécaniste que celui de la Seconde Internationale et tout aussi scolastique. Si d'un autre côté, tout un tas de militants qui avaient regardé du côté de la révolution russe en sont revenus, c'est qu'entre-temps, il y a vraiment eu une série de contre-révolutions extrêmement dures. Mais j'aurais envie de dire, et je pense que Jean-Jacques en parlera, que la guerre civile a bien été une contre-révolution, et que même si les bolcheviks ont gagné cette guerre civile, ils ont gagné après que la contre-révolution ait elle-même labouré d'immenses territoires dans le pays. Alors, pour aujourd'hui, vu qu'il s'agit bien de l'actualité de la révolution russe, j'ai décrit une classe ouvrière peu nombreuse, fragmentée, avec des coupures entre hommes, femmes, jeunes, vieux. Par rapport à tout le discours qu'on entend très souvent en France sur le fait que la classe ouvrière, ce serait quelque chose du passé, ceux qui en parlent avec sympathie, c'est souvent avec la même sympathie qu'ils ont pour les espèces en voie de disparition, c'est-à-dire qu'il faudrait protéger les usines et les ouvriers un peu au nom de la biodiversité. Quand on réfléchit à partir de l'exemple russe, on s'aperçoit que la classe ouvrière russe n'était pas forcément dans une situation bien meilleure. Alors, elle avait cette concentration dans quelques grandes usines, mais pour le reste, le quotidien des prolétaires russes, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui de la précarité, c'était de la concurrence entre prolétaires pour avoir une place, et puis à dire je préfère que ce soit moi qui ai la place plutôt qu'une femme, et pourquoi est-ce que les jeunes voudraient m'expliquer mon métier, etc. C'est-à-dire que donc la classe ouvrière n'était pas si différente. Et clairement, le caractère explosif de la révolution russe est en partie dû au fait que cette classe ouvrière, elle était peut-être pas placée par une longue école de l'organisation syndicale, entre autres, mais que justement, à partir du moment où elle s'est mobilisée, elle a été extrêmement loin parce qu'elle n'était pas retenue par des routines. La principale différence avec la situation russe, et c'est là-dessus que je terminerai, c'est évidemment l'absence d'un parti comparable au parti bolchevique, mais sans doute plus généralement l'absence d'un milieu révolutionnaire comparable à ce qu'était le milieu révolutionnaire russe. Parce que j'ai parlé des mencheviks en la personne de Martov, mais il ne faut vraiment pas considérer tous ces gens-là à la lumière de ce qu'ils ont pu devenir par la suite, et bien comprendre le rôle qu'ils ont pu jouer avant et jusqu'au début 1917. En travaillant sur les archives récemment, je suis tombé sur le récit d'un militant qui travaillait en usine en Ukraine, dans la ville qui est aujourd'hui Dnipro, ex-Dnipropetrovsk, et qui raconte comment une délégation de son usine avait été reçue par le gouverneur de la région juste au moment de la chute du tsar. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'étaient pas encore au courant de la chute du tsar. Par contre, le gouverneur, lui, était déjà au courant, et donc le gouverneur a accueilli bras ouverts cette délégation ouvrière, y compris en leur disant « Mais écoutez, je suis très content que vous soyez venus, et j'espère que cette rencontre est le début d'un travail en commun. » Et un des délégués a répondu « Travail en commun, on sait ce que veut dire cette expression depuis la Commune de Paris, quand des gens comme vous crevaient les yeux des ouvriers à coups de parapluie. » Le militant qui a répondu ça était un menchevique. C'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui un socialiste modéré. Si nous avions des socialistes modérés comme ceux-ci, je pense que les révolutionnaires auraient... Je vous remercie.